Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Ça n'est pas pour me vanter, mais je n'y comprends plus rien. Alors que l'ensemble des universités françaises se débattent dans les méandres d'une crise sanitaire qui n'en finit plus, que les étudiants ont du mal à poursuivre leurs études par la seule grâce des cours assurés par écran interposé, que pas mal d'entre eux, isolés de leur famille, en sont à solliciter l'aide alimentaire d'associations caritatives, et que le corps médical dit s'inquiéter de leur santé psychique, eh bien, que fait la ministre des Universités ? Elle s'inquiète tranquillement d'une supposée menace islamo-gauchiste au sein de l'université, s'attachant à pointer la gangrène que serait, d'après elle, cette soi-disant idéologie pour l'université française. Propos que ne renierait pas un dirigeant du FN, propos à mettre en parallèle avec ceux proférés l'autre semaine par Gérald Darmanin, toujours non inquiété, je vous le signale, par la justice pour une sordide histoire de faveur sexuelle exigée contre promesse d'annulation de problèmes judiciaires. Gérald Darmanin, donc, qui l'autre semaine sur France 2 trouvait que Marine Le Pen en matière de lutte contre l'islamisme était un peu molle, et de rajouter, je cite notre dynamique ministre de la police, « Il vous faut prendre des vitamines ». La chasse aux électeurs du FN est donc ouverte, ceux de gauche semblant irrémédiablement perdus. Faut dire qu'en matière de petites phrases à la con, le patron de cette Dream Team de bras cassés a fait fort lui aussi. Jupiter, rappelez-vous, a pu ainsi déclarer en mai 2016 à Lunel: le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. En juin 2017 à Paris, une gare, c'est un lieu où l'on croise les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. En septembre 2017 à Athènes, répondant aux critiques sur la réforme du Code du travail, je ne céderai rien, ni aux feignants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. En Corrèze, en octobre 2017, répondant là à une manif d'ouvriers licenciés par une entreprise de sous-traitance automobile, certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes ailleurs. En septembre 2018, en marge de la journée du patrimoine, et en réponse à un chômeur se plaignant de ne pas trouver du travail dans son secteur, moi, je traverse la rue et je vous en trouve. Enfin, pour finir cette liste non exhaustive, rappelons-nous cette petite blagounette faite un mois à peine après son élection, alors qu'un officier de marine du centre de sauvetage et de surveillance maritime d'Etel, dans le Morbihan, évoquait la présence dans le secteur de Kwasa Kwasa, ces petits bateaux de pêche. Jupiter a eu cette fulgurance: ah non, les Kwasa Kwasa, c'est à Mayotte, ils pêchent peu, par contre ils ramènent du comorien, c'est différent. Violence inouïe pour parler du problème de l'immigration comorienne à Mayotte, qui chaque année, on va le rappeler, fait des dizaines de morts par noyade. Propos méprisants, hautains, pleins de morgue et de suffisance. Alors après ça, après avoir un tel chef, comment voulez-vous que le reste de la meute ne veuille pas se mettre au niveau? Comme le disait Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 32, réalisé et mise en onde de ce soir par Alban Pelletier, le jeune homme au doigt agile, au vu de sa dextérité à pousser les boutons de la table de mixage high-tech qui équipe ce studio. Ce soir, on reparle du bleu-bleu, cette espèce de guinguette informelle sur bord de Garonne, rasée à coups de pelleteuse en décembre dernier, 15 jours à peine après la mort de son créateur, Gilbert Vivien. On en parle avec Sophie Baquier, illustratrice, dessinatrice, qui est avec moi dans ce studio. Et on en parle également avec Bérangère Cagna, journaliste qui sera, elle, au téléphone
téléphone depuis la capitale. Toutes les deux viennent de faire paraître un petit opuscule au pays de Bleu Bleu aux éditions Mixar Myris. Nous prendrons également des nouvelles du Printemps du Rire, festival dédié à l'humour, avec Marie Diévar, sa directrice. Et puis en fin d'émission, notre bon professeur Thibaut nous délivrera une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, érudite et néanmoins foutraque. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Lorsqu'il ne s'occupe pas de la librairie des abattoirs, Didier Delrieux écrit de la musique à tendance électronique tout en bidouillant ses synthétiseurs analogiques. Un premier album, vers quelques attracteurs étranges, vient de se faire l'écho de cette musique planante, quelque part entre Tangerine Dream et Kraftwerk. Seven, le nom du groupe de Didier Delrieux, avec elle dérive. C'est un extrait donc de son premier album, vers quelques attracteurs étranges. C'est Caramel Mou et c'est à mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel Mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours Caramel Mou, toujours Radio Campus, et c'est toujours Joe Kangourou qui parle dans le poste. J'en entends qui rigole de l'autre côté du téléphone. Bonsoir Bérangère Cagna.
Oui, bonsoir. Avec moi dans ce studio, votre collègue Sophie Baquier, et vous êtes là pour nous parler d'un lieu qui a fait un peu parler de lui ces derniers temps, le Bleu, ce lieu atypique, complètement hors des clous, un bar clandestin construit en toute illégalité et pourtant assez nécessaire, un lieu sauvage, planté dans un coin de nature plutôt désordonné, un endroit magique et indispensable au bord de la Garonne et à 2 pas du pont de Blagnac. Le Bleu était tout cela et même un peu plus encore. C'est ce que vous nous rappelez dans ce petit opuscule au pays de Bleu qui viennent de sortir. Le Bleu rasé par des pelleteuses, agissant pour le compte de la mairie début décembre, 15 jours à peine après la mort de Vivien Gilbert, son inventeur. Pourquoi vous êtes-vous emparé de l'histoire de ce Bleu et on va peut-être commencer par Sophie. Bonsoir tout le monde, salut Bérange. Alors, écoutez, moi le Bleu, c'est un endroit que je connais depuis toujours puisque je suis une habitante des 7-Deniers. 7-2 représente. Et du coup, en me baladant, en explorant un petit peu autour de chez moi, parce qu'à l'époque, je rappelle qu'on n'avait pas de téléphone portable, on était libre comme l'air, c'était magique. Je suis tombée sur cet endroit et je n'ai jamais cessé de le fréquenter depuis. C'est un endroit libre. Voilà. Et depuis longtemps, avec Bérangère, on voulait faire un petit reportage sur cet endroit-là. On est vraiment très très heureuse d'avoir pu le faire in extremis. Ouais, et peut-être dans des circonstances assez malheureuses. D'abord, la mort de Gilbert Vivien, qui était quelqu'un d'âgé. Il avait plus de 80 ans, même si la légende lui attribue de temps en temps le centenaire bien avancé, mais il était plutôt dans les 82-83 ans. Mais c'est vrai que un collectif d'associations du quartier aurait voulu continuer à faire vivre cet endroit assez magique et assez libre, comme vous le dites. Ça s'est un peu cassé la figure puisque début décembre tout a été rasé. De votre côté, Bérangère, qu'est-ce qui vous a donné d'accompagner votre camarade de jeu dans cette exploration de l'histoire du Bleu? Moi c'est pareil, j'ai découvert le Bleu assez tôt finalement grâce à Sophie, en lui rendant visite justement au 7-Deniers et puis ensuite en nous aventurant sur les bords de Garonne. Donc ça fait aussi des années que je connaissais ce lieu, des années que je venais dans ce lieu pour visiter, pour nous détendre, pour rencontrer des gens, pour jouer de la musique, pour se baigner, pour tout ce qu'on pouvait faire à l'époque justement au Bleu où c'était vraiment un terrain de jeu formidable quoi. Et du coup voilà, ça faisait des années qu'on se disait qu'on allait faire un reportage dessus et heureusement donc on a fait ça l'été dernier. Et c'était à ce moment-là, à l'été dernier, c'était encore des circonstances heureuses et c'était vraiment très très chouette de le faire à ce moment-là. Ouais. D'autant que l'été dernier, c'est aussi une période un peu particulière, puisqu'on était entre 2 confinements, tout ça. C'est un lieu qui a permis aux gens de déconfiner. Oui, et de prendre l'air, ouais. Votre petit opuscule au pays du Bleu, comme d'autres diraient, au pays de Candy, c'est vrai que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ce titre. C'est le pays merveilleux. Complètement. Alors, d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le bouquin qui dit que c'est aussi ces cabanes qu'on a tous dans un coin de la tête, et je pense que c'est ça aussi le Bleu. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez montrer en écrivant ce petit bouquin? De quoi vouliez-vous témoigner? Peut-être du côté utopique des lieux, et justement quand on dit au pays du Bleu, c'est aussi parce que d'une certaine façon, Gilbert Vivien, il avait mis son empreinte sur ce lieu, c'était chez lui, c'était son propre pays. Il y avait vraiment une dimension comme ça, et je crois que à la fois Sophie et moi, c'est ça qui nous a le plus plu dans cette histoire, c'est dans cette histoire et dans ce lieu et dans la magie qu'il y avait finalement dans ce lieu, c'était que c'était presque une petite république, un petit pays en soi, une petite utopie, une petite terre d'utopie, de liberté. Et vraiment, c'était ça je crois que c'était ça qui nous accrochait, quoi, qu'on avait envie de montrer.
Absolument, et pour la légende, parce que Vivien a Gilbert Vivien, mais oui, moi on l'appelait Vivien parce que comme il disait bonjour, voilà, et qu'il répétait tout le fois. Donc moi je l'appelle Vivien, voilà. Donc Vivien a inventé un drapeau, une langue, un pays, oui, vraiment. C'était vraiment une petite république sur bord de Garonne. Donc vous le disiez, ce reportage qui aurait pu être inséré dans un journal, c'est la taille d'un gros article de journal, votre texte. Vous l'avez conçu après une enquête cet été. Vous avez rencontré des gens qui étaient au bleu à ce moment-là et qui racontaient un peu le ressenti et l'expérience qu'ils avaient de ces lieux-là. Vous avez aussi rencontré les gens qui s'occupaient de Gilbert Vivien, puisque non seulement il était vieux, mais il venait de passer la période de confinement en ayant sans doute le Covid. Il a été assez malade en janvier-février. Non, il avait eu un problème de gangrène en fait. Et là aussi, on peut dire ça. Je pense que c'est une belle histoire parce qu'il a failli perdre son pied. Et en fait, une infirmière tout à fait bénévolement est venue lui prodiguer des soins. Changer ses pansements. Et donc c'est aussi en fait de la solidarité qui a permis à Vivien de garder ses deux jambes pour faire la dernière saison au bleu. Quel souvenir gardez-vous du ressenti des gens que vous avez rencontrés cet été? Donc on en a des extraits dans le texte que vous avez écrit, mais quel souvenir gardez-vous de la façon dont ils voyaient cet endroit qu'ils fréquentaient assez souvent, Bérengère? C'était vraiment, en tout cas, ça laisse un très joli souvenir parce que les gens étaient contents d'être là, ils étaient contents de connaître Gilbert Vivien, de s'en occuper quand il s'en occupait. D'autres qui étaient là uniquement pour profiter des lieux étaient super. Enfin, tous en fait nous ont confié, que ce soit des lycéens, des étudiants, jusque je sais pas moi, des mères de famille, des personnes plus âgées. Enfin, tous les gens qui passaient par là étaient vraiment contents de se retrouver dans ce lieu. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de touchant, de chouette, et nous-mêmes, il faut bien le dire, comme on vous l'a dit, nous, ça faisait quand même des années qu'on venait aussi, et on savait ce qu'on venait chercher, donc il y avait vraiment une sorte de magie, et les gens étaient contents, quoi. Une part de hasard, une part de rencontre possible. En fait, c'est du possible. Moi, c'est ça que je retiens, je pense. Tout était possible. De ne pas acheter de bière, de rencontrer des gens, de rester, de parler, de rester 10 heures alors qu'on pensait juste passer une demi-heure. Voilà, c'est un endroit de possible. Et sans être obligé de passer par le comptoir pour aller commander quoi que ce soit. Absolument. Donc ça, c'est pour le bleu. Donc il restera quoi? Il restera votre bouquin, il restera quelques photos, pas mal de souvenirs des gens qui y sont allés. Il restera quoi d'autre, Sophie? Non, c'est ça que je voulais dire. C'est parce que tout à l'heure, vous avez demandé pourquoi en fait on voulait faire ça. Pour la mémoire, en fait. Vraiment, c'est 40 ans de Toulouse. Le lieu a été rasé avant même que... Parce que vous disiez tout à l'heure, moins de 15 jours après la mort de Gilbert Vivien, mais moi, ce qui me choque, c'est avant même qu'ils soient enterrés, quoi. Donc, il y a eu... La décision était prise depuis longtemps. Ils attendaient derrière les arbres, avec les tractopelles. On le savait. C'était réglé. Le sort du bleu était scellé depuis de nombreuses années déjà. Et tout c'est possible et tout fait. Toute cet ADN de Toulouse qui est dans l'alternatif est complètement étouffé. Voilà. Et donc, on avait envie de participer à écrire cette histoire. Voilà, et soyons sûrs que cet été, une guinguette flambant neuve, à l'image de celle qui nous a été plantée cet été sur l'île du Ramier, verra le jour du côté de Bleu avec son petit terrain de pétanque pour faire couleur locale. Allez, on rajoutera un baby-foot pour les enfants, et puis l'affaire sera entendue, et là on paiera la bière 6 ou 7 euros, et la canette de tariquet, une dizaine d'euros la quille. Mais ça, c'est pour le futur immédiat. Le Bleu
bleu, et c'est aussi pour ça que je vous ai invité à venir parler de ce petit livre que vous avez sorti donc aux éditions Mixer Myris. C'est le nouvel avatar d'un travail que vous faites depuis des années. L'une écrivant, c'est Bérangère qui écrit, l'autre faisant des dessins, Sophie Baquier, et vous travaillez la main dans la main en dessinant et en écrivant. Comment ça se passe? C'est d'abord le texte, ça se fait en même temps, il y a des choses qui se disent l'une l'autre, ou c'est chacun de son côté et il y a confrontation après? Ah non, c'est ensemble. Non, c'est complètement ensemble du début à la fin, vraiment du début à la fin, hein, même sur les idées d'endroits de reportage, sur la façon dont ça se passe, et ensuite c'est vraiment de l'immersion où on est toutes les deux en même temps en train à la fois de parler avec les gens qu'on rencontre, et Sophie les dessine, moi je prends des notes, mais on fait vraiment absolument toutes les étapes ensemble, on rencontre les gens ensemble, on voit les lieux ensemble, donc c'est vraiment un reportage à quatre mains, complètement à quatre mains, quoi. Ça veut dire que pour les interviews, puisque je suppose qu'à un moment donné, quand il y a rencontre, il y a interview avec les gens, les interviews sont faites à deux. C'est-à-dire que, en tout cas, Sophie dessine pendant que je pose des questions. Évidemment, elle peut aussi poser des questions parce qu'elle a aussi une bouche en plus d'avoir deux mains pour dessiner. Mais mais oui, on fait absolument des choses ensemble parce que l'idée, vraiment, je crois que une des grosses idées qu'on a derrière ces reportages dessinés, c'est le côté immersion. C'est-à-dire que quand on va, mais même au Bleu, alors pour la première fois, c'est un endroit où on n'a pas dormi. On aurait bien aimé pouvoir rester sur place, le jour comme la nuit, parce que ça permet de voir beaucoup plus de choses. Et c'est vraiment, c'est en immersion, donc on y va, on y reste des heures et des heures et des heures sur place, le temps de dessiner. C'est du journalisme lent d'une certaine façon, parce que dessiner, ça prend du temps, poser des questions, ça prend du temps, regarder les gens vivre à l'endroit où on a décidé de faire le reportage, ça prend du temps. Donc il y a vraiment ce côté d'immersion à deux, ensemble. Et du coup, ça fait ça comme résultat. Sophie ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je voulais juste rajouter que c'est aussi quelque chose on ne prévient pas les gens, on ne prévoit pas. En fait, on y va. Et en fait, comme on prend justement le temps de dessiner, tout ça, on rencontre les gens. Souvent, on se fait loger par les gens. Enfin, vraiment, c'est une forme de journalisme, immersion, c'est vraiment le mot, quoi. Et comment se fait-il que cette forme de journalisme n'ait pas le droit de citer dans les journaux ou les magazines? C'est quand même étonnant de voir que le Bleu est obligé de sortir sous une forme de petits bouquins pour pouvoir exister. Comment se fait-il que la plupart du temps vos travaux se voient d'une autre façon? On parlera aussi d'une exposition qui s'est faite dans l'Ariège. Comment se fait-il que ce travail-là n'ait pas une place plus importante dans les journaux? Alors, après, c'est quand même un choix de notre part, c'est-à-dire que nous, on cherche, comme on vous a dit, comme on fait des choses en immersion qui prennent du temps, et en plus qu'on ne veut absolument pas répondre à des commandes, donc c'est nous qui décidons, on va quelque part, on fait le reportage, et ensuite, éventuellement, il peut être publié quelque part, mais on ne veut pas le publier à tout prix, on ne veut pas le publier, par exemple, qu'on nous demande de couper, enfin, c'est vraiment un format particulier, donc il y a quand même une question de choix, c'est pas tant que ce genre de journaliste n'a pas le droit de citer, c'est que nous, on veut se laisser le choix de si on le publie avec un magazine ou avec un groupe de presse, ou il faut que ce soit dans les conditions que nous on a choisies. En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. On n'essaye pas, on n'est pas là pour vendre du papier, on n'est pas là pour vendre un sujet, surtout pas un sujet comme le Bleu, c'est pas quelque chose qu'on vend. Donc on est là pour le publier. Et là vraiment, ce qui s'est imposé parce que c'était Toulouse, parce que le Bleu avait été détruit, parce que c'est encore une fois du journalisme lent, donc on fait pas juste la brève au lendemain de quand on a rasé le Bleu, on fait pas juste un entrefilet dans la Dépêche du Midi, quoi. C'est autre chose qu'on fait. Et là, ça s'est imposé que c'était la micro-édition qui allait être la façon peut-être la mieux pour transmettre cette histoire. Voilà, on s'est dit. Et puis on essaye aussi, en fait, on fait des ballons d'essai, donc on le fait sous forme d'exposition, on le fait sous forme de petits fanzines, comme on a fait cette fois-ci. On a essayé plein de formules différentes. Oui, Sophie. Oui, je voulais juste préciser, donc effectivement, ça nous arrive d'être publié via le net ou même en papier nationalement. Il faut quand même le dire. On fait une petite incursion sur Bastamag. On est souvent publié avec Alternative Économique, donc sur leur site ou dans leur hors-série qui s'appelle Oblique, sur l'infographique.
Par contre, pour le bleu, voilà, moi j'ai quand même envie de dire cette petite anecdote. On l'a fait lire quand même un petit peu, et on nous a dit oui, mais il y en a marre, les filles, vous nous racontez que des histoires tristes. Non, de lieux qui ont disparu. J'interromps. Ouais. C'est encore pire. De lieux qui ont disparu. Des lieux effectivement qui ont disparu. Enfin, c'est arrivé à dans 2 de nos reportages en fait que les lieux disparaissent, et voilà. Mais pour nous c'est pas une histoire triste parce que c'est justement une question de transmission d'histoire. Oui, et que les lieux qui sont des lieux d'utopie souvent ont une vie éphémère. Voilà. Et éphémère, même si le bleu a duré 40 ans. Il faut le raconter parce que justement ce n'est pas triste et ça donne beaucoup de courage. Donc il y a le bleu aujourd'hui, mais c'est vrai que il y a d'autres reportages immersifs que vous avez commis toutes les deux, Sophie Baquier au dessin, Bérengère Cagna au texte. Donc à Anvrac, il y a eu Notre-Dame-des-Landes, il y a eu l'histoire de ce petit village dans le Pays Basque espagnol qui est le lieu d'un groupe de coopératives assez énorme. Il y a un reportage sur un familistère. C'est vrai que là aussi c'est des lieux d'utopie, c'est des lieux particuliers qui à un moment donné disent on pourrait peut-être fonctionner autrement. Mais même plus que ça, c'est-à-dire qu'on fonctionne autrement, d'utopie concrète, d'utopie réalisée, quoi. Bérengère ? Oui, absolument. Non, mais c'est tout à fait ça le but. C'est vrai que c'est nous, on est aussi, ça nous intéresse, on a envie d'aller voir ces lieux, on a envie d'en savoir plus sur ces lieux, et c'est ce qu'on a envie de raconter. Enfin, c'est effectivement des utopies concrètes qui peuvent montrer, et d'ailleurs on n'est pas toujours 100% d'accord avec ce qui se passe dans ces lieux ou comment ça fonctionne, mais c'est toujours super intéressant d'aller voir par soi-même, d'aller voir en immersion et de voir ce qui est possible, qu'est-ce qu'ils ont tenté, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui marche moins, toute la vie autour du côté utopie concrète. Et c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure, vous essayez de trouver des formes différentes à chaque fois. Pour le village de Carlabail, dans l'Ariège, c'était, je pense, à l'occasion d'un anniversaire d'un CADA, donc un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et là, ça a été une exposition avec peinture faite directement sur les murs, en sachant que ça allait être une exposition éphémère. Les dessins ne doivent plus exister. Absolument. Il n'y a pas une frustration de faire quelque chose qui témoigne en sachant que 15 jours ou un mois plus tard, il n'y aura plus ce témoignage? Un jour ou l'autre, on le sortira en papier, celui-là, Bérange, n'est-ce pas? Oui, ça, on peut le sortir en papier, mais surtout, très franchement, pour moi, qui suis journaliste, de presse écrite, c'était un bonheur de faire, mais je crois que ça avait jamais été fait. Enfin, je connais pas d'autres occurrences de journalisme exposé, et j'ai trouvé ça génial. Ouais. On a exposé un article, dans une galerie, et on avait tiré le texte sur des rouleaux de papier géants, et ensuite donc Sophie a dessiné sur les murs de la galerie, mais c'était génial de faire c'est une expérience magique. Quand on est journaliste de presse écrite, de sortir, ça donne l'impression de sortir de la page et de faire un truc en 3D, c'était absolument génial, c'était trop intéressant, quoi. Bérengère Cagna, vous travaillez dans la presse à Paris. Sophie Baquier, vous êtes plutôt dans l'enseignement des arts graphiques sur Toulouse. Cette espèce de journalisme illustré, c'est une façon aussi pour vous de vous approprier des secteurs que votre travail ne vous permet pas d'investiguer? Mais oui, absolument. Mais c'est comme une plage de liberté, c'est comme de l'expérimentation, c'est comme un truc en plus. C'est complètement ça. Et c'est hyper intéressant de travailler en collaboration avec un autre, avec quelqu'un qui travaille dans un autre domaine. Ça ouvre des perspectives géniales. Oui, et puis moi je veux juste raconter que Bérengère et moi on s'est rencontrés au lycée Ozen quand on avait 16 ans, et c'est aussi des belles histoires humaines, et je trouve que c'est pas anecdotique. En lisant un peu votre dernier ouvrage, donc Au pays du bleu-bleu, je me disais, est-ce qu'il y a une différence entre travailler avec un illustrateur et travailler avec un photographe, le photographe qui la plupart du temps est le compagnon obligé du journaliste? Alors c'est très différent, mais là moi j'ai pas l'impression de travailler avec un illustrateur parce que
le travail d'illustrateur de presse, en général, la personne fait uniquement un dessin, elle lit l'article et elle fait le dessin en s'inspirant de l'article écrit, mais elle n'accompagne pas. Tandis que là, on est vraiment toutes les deux en immersion, donc c'est encore autre chose. Ah. C'est vraiment, il y a vraiment ce double rôle, ce double regard en immersion en même temps, et c'est ça qui fait toute la richesse pour nous, et j'espère pour les lecteurs après, mais je pense d'ailleurs, c'est ça qui fait toute la richesse du truc. C'est pas juste un dessin inspiré par un texte. Ouais. Non, c'est une expérience de journalisme de terrain, où on va toutes les deux et où on essaye en tout cas de mettre les deux regards, le regard du plasticien, du peintre, du dessinateur, de l'illustratrice, de la dessinatrice, de la peintre et de l'artiste et le regard de la journaliste. Et j'ai l'impression, moi, que ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche. Ça m'ouvre vraiment des perspectives, même dans l'écriture. Sophie ? Non, mais je plus rien à rajouter. Gougnafier, je voulais juste dire ce mot. Ah ben ouais, c'est un mot riche, on comprendra plus tard, mais c'est un mot riche assez inusité qui avait sans doute sa place dans ce numéro 903 de Caramel Mou. On va peut-être en rester là, simplement vous demander s'il y a déjà un autre sujet qui se précise ou pas encore. Ça vient comme ça au fur et à mesure de vos lectures, des informations que vous recevez. On a plusieurs idées de sujets, on a toujours plusieurs idées de sujets, rien de complètement abouti, si ce n'est peut-être qu'un jour on aimerait bien sortir l'ensemble de nos reportages sous forme de petits livres, de petits, comme on dit, de compilation, d'albums, d'anthologie. Parce que c'est vrai que là on parle plus de recueil. Voilà, un recueil, oui, et sous forme de recueil façon recueil de nouvelles, parce qu'il y a quand même de quoi faire là. Oui. Très bien. Voilà, ça on aimerait bien, et puis évidemment on aimerait bien continuer, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Ouais. Ça, on vous prévient tout de suite, c'est pas fini. On continuera à vous lire, c'est aussi une alternative aux journalistes que nous subissons ces derniers temps, c'est une jolie alternative en tout cas. Merci Bérengère Cagnat de nous avoir appelés depuis la capitale, ça fait chicos dans une émission toulousaine de pouvoir dire j'ai eu des correspondants à Paris. Merci beaucoup en tout cas. Et merci à vous. Voilà, ici il fait beau, je ne sais pas ce qu'il fait chez vous, mais ici il fait beau, il fait bon. Les jonquilles commencent à pousser. Mais merci beaucoup Sophie Baquier d'être passée aussi dans ce studio. Et je rappelle donc vos dernières aventures, le dernier écrit illustré que vous avez fait, c'est au pays de Bleu, donc aux éditions Mixar Myris, et on peut le trouver à la librairie Terra Nova, qui nous est cher parce que les BD qui sont vendus sont des BD absolument formidables. Donc ce livre est en vente à la librairie Terra Nova, 18 rue Léon Gambetta, c'est juste à côté d'Ombre Blanche. Oui Sophie. Non, je voulais juste préciser que c'est un bouquin où personne ne se fait de thunes, c'est vendu à prix coûtant à 3 €. Voilà, très bien. Donc Bleu, largement recommandé par la maison. Et évidemment, les couleurs de ce livre sont le bleu et le jaune, qui étaient les couleurs du bâtiment bleu, que Gilbert Vivian avait peint il y a déjà une petite quarantaine d'années. Merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps dans ce studio. À bientôt. Au revoir. Merci. Souvent le vent voulant bien faire et me dépoussiérer apporte avec son chant l'écho de ton parfum. Souvent le vent voulant bien faire et me dépoussiérer apporte avec son chant l'écho de ton parfum. Le ciel est d'un bleu franc, c'est un bleu de chamaille. Jeu de main, jeu d'enfant se tenant par la taille. C'est l'amour à la plage, ici aucun nuage ne chiale ses entrailles. Le vent joue sa musique pour que nous cervolions. Jeu de main, jeu d'artiste, comme ton violon sent bon. Nous jouons quelques valses et quand nous sommes là, simplement nous valsons.
Souvent le vent voulant bien faire et me dépoussiérer apporte avec son chant l'écho de ton parfum. Le ciel a du souci, c'est un bleu de grisaille. Il faut bien de la pluie pour que les plaies s'en aillent. Les amoureux s'engagent, ici c'est un orage, un jour de fiançailles. Le vent claque au volet pour que nous les fermions. Plutôt les enlever ou changer de maison. Nous valsons sous les draps, tous nos fantômes sont là. Un jour de communion. Souvent le vent voulant bien faire et me dépoussiérer apporte avec son chant l'écho de ton parfum. Souvent le vent voulant bien faire et me dépoussiérer apporte avec son chant le ciel est d'un bleu moche, c'est un train qui déraille. Chacun ses billes en poche et puis chacun ses failles. C'est l'amour qui dommage, tes yeux couleur mirage, les miens douleur mitraille. Du vent dans tes cheveux et puis sous ton avion. Tu n'es plus à mes yeux qu'un carnet de chansons. J'écris quelques grimaces pour garder une tâche de ce que nous serons. Souvent le vent voulant bien faire et me dépoussiérer apporte avec son chant l'écho de ton parfum. Souvent le vent voulant bien faire et me dépoussiérer apporte avec son chant Voilà, c'était Corentin Grelier, Parfum Bleu, Corentin Grelier, et bien un nouveau morceau mis en ligne aujourd'hui même. Vous trouvez ça sur sa chaîne YouTube. C'est le deuxième morceau qu'ils viennent de mettre en ligne après le premier qui était sorti il y a 15 jours. Et souvenez-vous, on l'avait écouté, c'était un morceau qui le doigt dans l'œil, ça s'appelait, et qui reprenait le texte de Darmanin sur la sécurité. Et en clair, cette chanson nous disait faites gaffe, on est en train de se faire filmer de partout. Voilà, donc Corentin Grelier, Parfum Bleu, un deuxième morceau mis en ligne. Il va le faire apparemment assez régulièrement et sans doute qu'un jour il y aura un album qui en découlera. Caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Oh, Jim. Daphne, I love you. Et oui, auditeurs de Caramel Mou fidèles, vous savez très bien que lorsque vous entendez ce petit générique, le professeur Thibaut n'est pas loin et justement ça tombe bien, il est en face de moi. Bonsoir professeur Thibaut. Bonsoir petite fée de la FM bleue. Bleu, bien entendu, de la FM bleue. Ah oui, vous venez de parler le bleu sera la couleur du jour. Ben oui, alors figurez-vous que j'ai travaillé. Ah, formidable. Je me suis dit, je vais travailler sur le bleu. Waouh. C'est fou ça. Mais alors, la semaine dernière, on fait un sujet autour de la Blaxploitation et vous nous parlez de Blaxploitation. Ouais, cette fois, on parle de bleu et vous allez nous parler du bleu au cinéma. Mais est-ce que c'est raccord? Mais alors, c'est fou parce que bleu, on pourrait aller loin. Le grand bleu. Oh, voilà, écoutez, c'est le premier que j'avais noté, figurez-vous. C'est quand même assez bizarre, de 88 de Luc Besson. Ouais. Voilà, film générationnel dont je n'ai jamais compris pourquoi il était
générationnel. Mais qui a fait beaucoup pour la cause des dauphins. Qui a fait beaucoup pour la cause des dauphins. Mais bon, malheureusement, j'ai envie de dire, quelque part, voilà, mais qui a fait beaucoup pour Luc Besson. Et malheureusement aussi, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, alors, on va lui laisser quand même deux, trois films à Besson. Le dernier combat était pas complètement mauvais, il était même pas mal. Mais il paraît que c'est pas lui qui l'a fait. Ah ouais, vous avez toujours des histoires de derrière les fagots. Il paraît que Pierre Jolivet avait mis quand même la main à la pâte. Et t'es pas que dans le casting, il était aussi derrière la caméra. Et bon, alors on ne sait pas trop. Mais ça reste un bon film. C'est une histoire mystérieuse. Voilà. Mais alors des bleus, moi j'en ai plein. Alors il y a Le Grand Bleu, il y a aussi Bleu de Derek Jarman, un film qui s'appelle Bleu. Voilà, qui est un film expérimental, qui est un écran bleu. Voilà, alors ce pauvre Derek Jarman qui était atteint du sida, qui était un peu en fin de vie, qui devenait aveugle et qui avait donc décidé de faire ce film Bleu. Alors il y a des dialogues quand même dessus, beaucoup de morceaux de musique et tout. Sponsorisé par la fondation Klein, bien entendu. Pourquoi pas, oui, ça aurait pu. Bleu, vous pouvez le trouver assez facilement. Je crois que c'est sur YouTube. Je crois que quelqu'un l'avait fait monter sur YouTube. C'est assez fascinant. Après, mais on trouve plein de trucs. Bleu comme l'enfer, par exemple. Oui, d'après du Boisset. Voilà, d'après un roman de Philippe Gian. Voilà, alors ça c'est un nanar, hein. Ça c'est un terrible nanar. Qu'est-ce qu'on pourrait vous trouver encore? Il pourrait y avoir Les Bleus de Ivan Reitman. Alors comédie US vous êtes allé le chercher loin, celui-là. Avec Bill Murray, John Candy et Harold Ramis. C'était presque l'équipe de Ghostbusters qui était là et qui se réunira bien sûr un petit peu plus tard. Comment on appelait ce groupe-là? C'était The National Lampoon, c'est ça? Non, c'est des gens qui sont issus du Saturday Night Live, en fait. Voilà. Très très célèbre émission hebdomadaire aux États-Unis qui perdure depuis des années, et qui lance perpétuellement, on va dire une fois tous les 10-15 ans, en fait, des générations de comiques, qui aboutissent au cinéma. Beaucoup plus intello. La Note bleue d'Andrei Zulawski, sur la vie de Chopin avec Sophie Marceau, dont je suis désespérément amoureux. Ça y est, je l'ai dit à l'antenne. Ça, c'est comme Le Grand Bleu, on comprend pas pourquoi. Et voilà. Alors après, il y a qu'est-ce que je pourrais vous trouver? Il y a L'Oiseau bleu. Alors il y a la première version de L'Oiseau bleu de Walter Lang en 1940 avec la toute petite Shirley Temple. Mais il y a aussi le très bizarre Oiseau bleu de Georges Cukor. Alors Georges Cukor qui était un vétéran, le film a été tourné en 1976, vous imaginez ça, et c'était une coproduction avec l'URSS, États-Unis et URSS en 1976, coproduction, L'Oiseau bleu quoi. D'après le conte russe, musique Stravinsky. Mais bien sûr, avec Elizabeth Taylor d'ailleurs dans le film qui jouait 4 rôles différents. Voyez-vous ça? Il y avait Ava Gardner aussi, et il y avait Jane Fonda. Voilà, alors ça c'est voilà, alors le casting est absolument somptueux. C'est somptueux, mais c'était un peu star défraîchi en 1976, hein. On était quand même passé Jane Fonda, non. Pas Jane Fonda, non, pas Jane Fonda, mais quand même, Ava Gardner, elle avait quand même, elle avait, comme on dit, un petit peu vécu. Rouler sa bosse, oui. Voilà, alors ça risque d'être interminable, des bleus, il y en a partout. Les Misérables, bleus. Mais tout à fait. Évidemment, voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il pourrait y avoir Mission Impossible, bleu. Ça marche aussi. Voilà, alors des Missions Impossibles, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Alban, de l'autre côté de la vitre, me dit Le Petit Chat bleu. Le Petit Chat bleu, ça marche aussi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. À ton chat bleu. Voilà, alors Mission Impossible, bien sûr, on reverra avec grand plaisir le Brian De Palma qui date de 1996 et qui n'a pas pris une ride d'ailleurs, qui est très bien. Mais je crois qu'il y en a 7 et je crois que Brian De Palma est un petit peu le champion du bleu, puisqu'il y a Les Incorruptibles bleus. Avec Kevin Costner, Robert De Niro dans le rôle de Al Capone, un film complètement formidable. Et il y a Body Double. Voilà, alors Body Double là quand c'est bien prononcé, mais avec donc Mélanie Griffiths. Voilà, donc là pour la blague, on le dira comme ça, Body Double de 1984, superbe thriller qui emprunte beaucoup Hitchcock. Et vous allez me dire, j'ai absolument rien développé. Et si, alors finalement, regardez, parce que j'ai un disque bleu. Ah oui. Et un Blu-ray bleu. Donc, vous voyez, c'est
c'est raccord. C'est totalement formidable. n'importe quoi cette chronique. Non, ouais, mais qu'est-ce qu'elle est travaillée. Voilà, alors vous avez vu ça quand même. Hein, là, il y a du boulot. Hein. Alors, le film donc du soir. Et alors, le film du soir, c'est le cerveau qui ne voulait pas mourir. Eh bien oui, mais ça, il y a beaucoup de cerveaux qui le disent. Exactement, il n'y a aucun cerveau qui ne veut mourir, il faut le savoir. C'est très difficile. The Brain That Wouldn't Die de 1962, je crois, et qui est un film de Joseph Green, alors qu'il n'a pas une grande carrière, je crois qu'il a fait 2 films. Oui, après avoir parlé de bleu, sortir un green, voilà. c'est fort aussi. Voilà, exactement. J'avais pas percuté, mais oui, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors là, on est plus dans l'horreur chirurgicale, voilà. Voyez-vous, qui va connaître un petit regain comme ça à la fin des années 60. Notamment d'ailleurs avec un film dont il faudra que je parle, qui s'appelle La femme nue et Satan. Vous connaissez ce machin? Ah non, alors là, c'est un film allemand de Victor Trivias, alors de tête coupée, enfin de tête coupée qui vivent. Voilà, c'est le cerveau. Sinon, aucun intérêt. C'est le cerveau qui ne voulait pas mourir, et c'est avec Michel Simon, figurez-vous. Et c'est lui la tête coupée. Et c'est incroyable. Il faudrait que Ah ben ouais, notez-le vous sur votre petit carnet. Oui. Bon, enfin bref, il y a eu Les yeux sans visage, il y a eu l'horrible Dr Orloff, il y a eu un truc complètement incroyable aux États-Unis qui s'appelle On a volé le cerveau d'Hitler. Eh oui. Et mais pour le garder. Voilà. Voilà. En tout cas, voilà. C'est ce regain un petit peu d'horreur chirurgicale. Là, je crois que c'est un des pires exemples que je vous ai trouvé. On n'en attendait pas moins. C'est marrant parce que c'est un film le décor unique, si on peut dire, parce que je pense qu'il n'y en a qu'un, voire 2, etc. C'était les sous-sols d'un hôtel. Voilà, qui avait été gentiment prêté par l'hôtel moyennant quelques dollars. Et son nom au générique. Voilà. Alors en gros, qu'est-ce que ça raconte? On a un jeune savant qui n'en veut, etc. Et qui mène des expériences pas très très claires et tout, etc. Il va se passer quelque chose de terrible dans sa vie. Il prend la voiture un jour, donc avec sa petite amie. Il y a un accident. Elle est décapitée, il récupère la tête et il la ranime. Et elle, en fait, elle n'est pas du tout intéressée. Elle lui dit, mais non, mais il faut me laisser mourir. Et lui, il insiste. Il dit, mais non, là, je vais te faire revivre. Et elle lui dit, mais j'ai plus de corps. Mais il lui dit, mais moi, je vais t'en trouver un. Voilà. Alors, c'est pas si simple quand même, de trouver un corps. Voilà. Quand on veut trouver un corps et qu'on a qu'une tête, on croit que c'est simple, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Surtout que là, il y a un résidu d'expérience dans un placard qui est une espèce de monstre pas beau, dégueu, etc., etc. Enfin, j'ai trouvé ça absolument formidable. Alors, je précise que c'est un film qu'il faut voir à une certaine heure. Vous savez, il y a un truc moi que je déteste là aujourd'hui comme ça, c'est ces plateformes là où on peut tout voir n'importe quand et tout sans on appelle ça du contenu. C'est affreux d'appeler ça du contenu. Là, il faut que vous achetiez le Blu-ray. Ou alors éventuellement vous achetez le DVD, il est sorti en France chez Backfilm, si je ne m'abuse, comme dirait le docteur. Donc, sous le titre Le cerveau ne voulait pas mourir, et vous insérez ça dans votre machine entre minuit et 2h du matin. Mais quand vous avez fait peut-être un petit apéro prolongé, ou alors un gros repas, etc., que vous êtes dans un demi-sommeil, voilà, demi-coma, une espèce de demi-sommeil comme ça et tout, vous mettez ça, c'est une galette, c'est formidable, ça doit durer quoi, 75 minutes. Le lendemain, vous allez vous demander si vous n'avez pas rêvé le film. C'est complètement incroyable. C'est un film, en fait, ça vous plonge dans cet état de semi-rêve où on est dans un environnement un petit peu cotonneux, etc. Alors, je précise que, évidemment, le jeu des acteurs est abominable, que la mise en scène est abominable, évidemment, mais il ne faut pas voir que du bon dans la vie, et il y a certaines choses qui s'apprécient à certains moments de la journée. Voilà, comme ce cerveau qui ne voulait pas mourir, voilà, qui vraiment s'apprécie à ces heures-là. Et qui débute, alors c'est très curieux parce que, évidemment, c'est un film qui débute, il y a le titre qui s'affiche, c'est The Brain That Wouldn't Die, et à la fin, je ne sais pas pourquoi, le titre se réaffiche, mais c'est plus le même, parce que ça devient The Head That Wouldn't Die. Et je ne sais pas pourquoi. Donc le cerveau est devenu la tête. Écoutez, je n'ai absolument aucune explication. Ça se termine en fait, en plus sur un rire un petit peu sardonique comme ça, comme si on nous avait joué une mauvaise blague, un mauvais rêve quelque part, pas un cauchemar, mais voilà, un peu le mauvais rêve, mais le mauvais rêve qui fait rire. Voilà, de par l'absurdité de cette situation, de ce pauvre savant qui va essayer de trouver un corps pour sa petite amie, et encore une fois,
je le rappelle, si un jour vous ranimez une tête, ça pourra arriver peut-être un jour, on ne sait pas, vous savez, le progrès, Joka, on avance. Donc on ne sait pas, un jour on pourra peut-être réanimer des têtes. Ouais. Alors moi j'adorerais ça, parce que moi je réanimerais la tête de mon chat, je réanimerais la tête de ma petite amie, je réanimerais la tête de ma mère, enfin je m'amuserais comme un fou et j'aurais plein de têtes partout, comme ça, que j'aurais réanimées. Mais si je veux trouver un corps pour aller avec la tête. Pour aller avec la tête, alors là, je vous assure, c'est une autre paire de manches. Bonsoir. C'est là-dessus que l'on se quittera ce soir, et pour se mettre en appétit, on va écouter un morceau de Photomatique. Là, je suis séché, professeur Thibault. De Photomatique, jeune groupe punk toulousain qui vient de sortir un premier 45 tours sur un label qu'ici on adore, Superette, pop Superette. On écoute tout de suite Bipolarity, Photomatique. Du 5 mars au 4 avril devait avoir lieu à Toulouse un festival qui, depuis le printemps des Courges, c'était il y a 20-25 ans, est devenu le Printemps du Rire, festival de l'humour ayant son centre névralgique à Toulouse. Printemps du Rire largement écorné l'année dernière pour cause de virus et de coronavirus même, et Printemps du Rire qui cette année va en prendre aussi un peu dans la tête. Marie Diévard, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invite, Jo Kangourou. Donc voilà, vous êtes au téléphone pour nous parler de cette manifestation qui, vous allez nous l'annoncer tout de suite, c'est plus un scoop et tout le monde s'y attend, n'aura pas lieu cette année dans sa forme traditionnelle. Oui, absolument. On a essayé de se dire qu'on allait pouvoir organiser et faire notre festival, on va dire, sous une forme traditionnelle
est normal. Et puis, en fonction de la situation de l'évolution sanitaire, on a pris des décisions et on a voulu faire un printemps du rire quand même et de proposer quelque chose aux spectateurs, surtout du rire, parce qu'on en a bien besoin. Donc, on l'aura compris, les quelques spectacles que l'on pourra voir cette année seront visibles en streaming. C'est un passage obligé, le streaming pour un festival, et il n'y a pas des risques à habituer finalement le public à voir les spectacles à la maison, et il pourrait ne plus revenir lorsque les théâtres vont réouvrir, parce que un jour ou l'autre, ils vont bien réouvrir. Alors, d'une part, effectivement, on a pris la décision de faire une formule en streaming. On a décidé que le Printemps du Rire allait partir en live cette année, en sachant que évidemment, on était dans une situation qui était dégradée entre guillemets, parce que évidemment, rien ne remplace le spectacle vivant et en réel. On est devant des artistes ou surtout du public qui ne demande qu'une chose, c'est de se retrouver en vrai. On est devant une situation où beaucoup de théâtres trouvent des solutions pour proposer aux artistes des résidences afin de justement pouvoir mettre en lumière un travail une fois les conditions sanitaires plus flexibles. Personne aujourd'hui est inquiet à l'idée de se dire que les gens n'iront plus dans une salle de spectacle, ça c'est évident. En revanche, on a essayé de se dire que on allait tirer plutôt un peu de plaisir sur cette situation et de se dire que ce qu'on pourra proposer aux Toulousains, aux Garonnais sera aussi disponible pour tous les gens de la France, puisque finalement on n'a plus besoin d'être à Toulouse ou dans le département, et ce sera un peu le côté un peu positif s'il doit en avoir un en proposant cette situation en live. Donc on va assister à quoi ? On va assister au gala d'ouverture et puis au gala de fin de festival. Le premier étant, j'allais dire, d'accès libre. Il suffira de se connecter sur le site du Printemps du Rire pour pouvoir y assister. Le deuxième nécessitant un passage par Festic, la billetterie en ligne, où pour le modique prix de 5 €, on pourra assister à un spectacle d'une durée à peu près de 2 heures, 2 heures et demie. C'est ça. Écoutez, vous êtes absolument très complet. Faut savoir que le Printemps du Rire, son ADN, c'est de découvrir des jeunes talents. On a vraiment ce festival à envie, la vocation de pousser les jeunes talents à être connus. Pour ça, en fait, on a créé le tremplin du Printemps du Rire. Ce tremplin existe depuis de nombreuses années sous de nombreuses appellations. Aujourd'hui, c'est le tremplin du Printemps du Rire. On a recruté, après 150 candidatures, 6 jeunes pousses qui sont très très prometteurs. Et donc, pour vous les faire découvrir, pour les faire découvrir au public, on a choisi d'orchestrer cette ouverture de festival en faisant un live stream qui sera visible sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, mais pas que. C'est-à-dire qu'on s'est attaché aussi à travailler avec les acteurs culturels locaux. On va filmer de la salle emblématique du Bijou. Donc parce que le Bijou accueillera ces jeunes talents à une masterclass pendant 3 jours. On va travailler le texte, le plateau avec des professionnels, parce que nous, ça nous tient à cœur de les accompagner. Et puis le gala du printemps sera en direct à 20h30 le 5 mars avec une marraine d'exception qui est Nadia Rose, qui viendra animer la soirée. Et donc l'idée pour nous, c'est vraiment de faire connaître ces jeunes qui débutent. Donc on est vraiment sur de la qualité et aussi du travail à faire, mais vraiment on voulait les faire découvrir au public. Et donc effectivement, ça ce sera gratuit le 5 mars à 20h30. Et ce sera aussi sur les réseaux sociaux de Clutch, du Bijou, puisque l'idée c'est de travailler tous ensemble à pouvoir proposer
2 heures de rire justement aux spectateurs. Voilà, donc si on veut citer si on veut citer les noms, le rendez-vous incontournable des Toulousains et des Haut-Garonnais, c'est la nuit du printemps. La nuit du printemps, jusqu'à présent, bien sûr, se fait au Zénith. Et là, cette année, on est sur un rendez-vous de 2h30 à chaque fois, avec une entrée à prix public où on essaye de faire le plus bas possible parce qu'on veut vraiment que ce soit populaire, que ce soit un rendez-vous familial. Et là, on a pris le pari d'une part conserver le cachet des artistes initialement prévu, parce que pour nous ça c'est quelque chose qui ne se négocie pas, et d'autre part on a travaillé encore une fois avec les acteurs locaux, parce que culturels, et donc on va le jouer au Bikini. Donc le Bikini nous ouvre ses portes pour ce streaming, et nous travaillons avec la billetterie, mais aussi du coup une nouvelle plateforme qui est en vidéo qui s'appelle Festic Live, et on travaillera également avec Clutch. On s'est mis tous ensemble autour de la table, on essaye de trouver des solutions. De toute façon, c'est évidemment, on en a conscience, des solutions qui ne sont pas les plus parfaites, parce que pour nous professionnels du spectacle et de l'événement culturel, rien ne remplace le côté vivant et l'interaction humoriste publique, mais en tout cas on est très très content de pouvoir offrir ces 2 rendez-vous. Voilà, donc ça se passera pour le premier le 5 mars, pour le deuxième le 13 mars. Vous serez en direct donc du Bijou pour le premier, mais c'est pas très important pour nous. On ne pourra pas venir au Bijou, mais ça se passera donc le 5 mars à partir de 20h30 sur un certain nombre de pages Facebook et YouTube dont vous nous avez signalé l'existence tout à l'heure, Clutch, le Bijou, le Printemps du Rire, et puis le 13 mars à 20h30, la nuit du printemps, là aussi en live, en direct du Bikini, mais là aussi sans public. Le Printemps du Rire cette année se fait donc en dehors de tout, et il est toujours pas déclaré essentiel par les autorités de tutelle. Merci beaucoup en tout cas Marie Diévard de nous avoir... Vous pouvez peut-être vous dire le plateau de la nuit, afin de savoir qui a répondu présent. Donc ce sera une nuit qui sera présentée par Élodie Pou, et qui a décidé de nous embarquer dans une histoire de fou. On est super contents, vraiment. On va se retrouver dans un décor et dans un univers. Je vous en dis pas plus, mais qui va prêter à une certaine nostalgie et à une certaine envie de faire la fête, accompagnée du coup de Nadia Rose, de Douli, de Ino JP, gagnant des jeunes talents l'an dernier. Les jumeaux, Verino nous fait le plaisir de venir comme ça en surprise. La décision a été prise la semaine dernière. Les blondes blondes, Guillermo Guise, Elisabeth Buffet et Olivia Moore. Voilà. Et donc ça c'est le 13 mars sur Internet. Merci beaucoup de nous avoir joints, et j'allais dire bon festival, même si ça sera un festival un peu particulier. Merci, bonsoir. Merci à vous, Jo Kangourou. Bonne soirée. Seul le silence annoncera la suite. Aux alentours, l'orage, le feu, les cendres. La crasse se répand dans nos âmes phréatiques. Face aux menaces, l'esprit est lâche et peut se vendre. S'approprie les éléments sans se poser de questions. Monopole, volte-face, foncer droit dans l'impasse. Esquiver le regard de l'autre, ne pas se regarder en face, surtout ne pas plonger. Ignorer sa propre conscience, pulvérisée le long des parois, sa dégouline de honte. Les larmes de la ville, l'alarme invisible nous hurle d'arrêter le trait. En haut, on se demande qui sera le prochain héros pour nous sauver la peau, panser les plaies. On a perdu les mots qui pouvaient consoler. C'est l'idéal qui s'évapore sous des millions de bavardages. Accrochez-vous, il reste quelques minutes avant le prochain naufrage.
Au fil des minutes, la chute comme dernier accrochage. Toutes les fois où j'ai semé la haine au lieu de dire je t'aime, tourner cette fois ma langue avant de lâcher les fauves. On se saoule, sa tangue et on oublie le poids des échymoses. Peut-être que quelqu'un d'autre réparera nos fautes, reconstruira nos ruines. On se demande qui sera la nouvelle victime ou la prochaine héroïne. La nouvelle héroïne s'éjectera-t-elle du 7e étage en désespoir de cause, ou s'injectera-t-elle de l'audace jusqu'à risquer son overdose? C'est l'idéal qui décolore sous des millions de bavardages. Alors on s'invente des super pouvoirs sous la pression. Il reste juste une minute avant la fin de l'illusion. Rive, l'orage et l'horizon défiant la raison, je rêve d'un instant fragile, arrêt sur image, vertige, virage, sous les yeux salés, les heures saoulées, sentir seulement le sourire de l'autre en dernier recours, puisqu'il reste l'espoir comme bouée de secours. Je veux porter le crépuscule en guise d'armure jusqu'au prochain lever de soleil, jusqu'au prochain réveil. Ce soir, je serai l'héroïne. Je me suis vraiment sentie au théâtre. Je veux dire, dans le bon sens du terme. Je jouais. Et puis, des amis, quoi. Je suis actrice, comme Ariel Dombal. Enfin, moi, je veux bien, mais j'aimerais savoir où va le personnage. Caramel! Voilà, on vient juste d'écouter Héroïne, un morceau qui sera inclus dans le prochain album et même le premier album de Lotus Titan, le nouveau groupe du guitariste Gérald Martinez, déjà entendu il y a très longtemps dans le groupe Alfie Reiner. Donc Lotus Titan, Héroïne, premier extrait d'un album dont Gérald Martinez viendra nous parler le 5 mars prochain, puisque ce jour-là, il sera notre invité. Allez voilà, Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission et puis les autres aussi sur la page YouTube de Caramel Mou. Elle s'appelle Caramel Mou Campus FM. Tout ce site est géré par Jérôme, qu'il en soit remercié ici. Merci à notre invité du soir ici en studio, Sophie Baquier, à nos invités par téléphone, Bérangère Cagna et puis la directrice du Printemps du Rire que l'on vient d'avoir au téléphone. Merci à tout le reste de la bande, Alban Pelletier à la technique et notre bon professeur Thibaut. On se retrouve la semaine prochaine avec le groupe Édredon Sensible qui viendra nous jouer en direct quelques morceaux de leur nouveau répertoire de saxo de tambour. Ça va faire du bruit dans ce studio. D'ici là, prenez soin de vous les filles. Salut.